Bonjour! Alors, cette fois-ci, c'est pour l'activité 6.6, des corrections, la corriger en fait, là, l'activité, des pages 161 à 163. Bon, alors c'est des ressources d'énergie qui peuvent provenir de l'atmosphère. On présentait les éoliennes, ces grands hélices, en fait des moulins à vent modernes qui transforment le mouvement du vent en mouvement d'hélice et ensuite en électricité. Et on avait aussi présenté dans ce chapitre-là les panneaux solaires photovoltaïques. Photovoltaïques, ils utilisent l'énergie des rayons lumineux pour en faire de l'électricité. Et on avait aussi les panneaux solaires thermiques. Panneaux solaires thermiques, eux autres, ils vont plutôt essayer de capturer la chaleur du soleil, la transformer en chaleur, mais en fait, prendre la lumière du soleil, excuse-moi, la lumière du soleil, et transformer ça en énergie radiante pour réchauffer de l'eau dans des tubes. Et ces tubes-là font circuler de l'eau ensuite dans la maison pour augmenter la température de différents appareils, comme un chauffe-eau, par exemple. Donc, c'est pas très long, cette section-là. On va y travailler ensemble rapidement, mais on va y donner des explications si nécessaire. Vous voyez, dans ce cas-ci, il y a moins de compréhension et de passage sur les nouveaux termes, les avantages et inconvénients des différents systèmes. Premier élément, ici, on nous demande d'ordonner les transformations d'énergie impliquées dans le fonctionnement d'une éolienne. Ordonner, ça veut dire quelle énergie est-ce que j'ai en premier et quelle sorte d'énergie est-ce que j'ai à la fin, 1, 2, 3, 4, à la fin. Quelle énergie entre et quelle énergie sort, puis en quoi elle se transforme entre-temps. Hein? On dit d'utiliser ici la banque de mots. L'énergie cinétique de la génératrice, ça c'est l'espèce de le genre de moulin électrique qui transforme le mouvement en électricité. L'énergie électrique, donc l'électricité qui circulera dans les différents câbles électriques, les fils. Énergie cinétique du vent, donc le mouvement du vent. Et énergie cinétique des pales, l'hélice en tant qu'elle-même. On parle d'une hélice quand ça sert à faire avancer un objet ou propulser quelque chose. Ici, on parle de pale parce qu'on fait juste déplacer de l'air. L'objet ne se déplace pas avec lui. Voilà pourquoi. La pale, c'est la partie là, ici. Ce sont ça, les grandes lames. Ben, ce sont les pales, en fait. Voilà. Alors, allons-y. Complétons ça dans l'ordre. Énergie cinétique de la génératrice, ça ne sera pas au début. L'énergie du départ, c'est le vent. Énergie cinétique du vent, c'est la première. Énergie éolienne. Donc, on va installer ça. Tiens, énergie cinétique, EC, du vent. Et le terme de ça, c'est l'énergie éolienne. C'est pour ça que ces hélices-là, on les appelle de grandes éoliennes. Une fois que le vent passe sur les hélices, sur les pales, eh bien, ça va les forcer à tourner. Donc, il y aura un mouvement cinétique des pales, l'énergie cinétique des pales. On va mettre E, C, des pales. EC pour énergie cinétique des pales. Pas d'accent, ça serait les pâles. Ensuite, bon, là, il faut commencer à transformer ça en électricité avant de la rendre disponible. Ça veut dire qu'on va d'abord utiliser l'énergie cinétique de la génératrice. Hein? La génératrice va faire ses rotations qui sont attachées à l'axe des pales. Donc, énergie cinétique génératrice. Et enfin, cette énergie-là sera un courant électrique. Donc, on aura l'énergie électrique. Énergie électrique. Tu vois, on les a simplement mis dans l'ordre. Quelles étaient les transformations d'énergie? Rappelez-vous, en secondaire 3, ça avait été présenté. Ça, on parlait d'énergie cinétique qui devenait d'énergie, mettons, mécanique. L'énergie mécanique qui avait besoin d'une énergie chimique, par exemple, le glucose dans les cellules. Ça crée de la chaleur, ça devient une énergie thermique. Les énergies se transforment de l'une à l'autre. Question 2. Allons-y. Question 2. Pour plusieurs foyers québécois, la plus grande dépense, et c'est vrai, énergétique, c'est le chauffage. Au Québec, l'hiver, il fait fret, donc il faut chauffer les maisons, et l'hiver, il fait chaud, alors on les ventile, que ce soit un air climatisé, un climatiseur qui va dépenser beaucoup d'électricité pour rafraîchir l'air, ou des ventilateurs qui vont quand même dépenser de l'énergie pour faire circuler l'air. Alors, si une famille souhaite investir dans un système d'appoint pour chauffer sa maison, laquelle des solutions suivantes représente la meilleure option? Justifiez votre réponse. Cellule photovoltaïque, donc la lumière devient de l'électricité, ou bien panneau solaire thermique, la lumière devient de la chaleur.
Il est clairement dit ici que la famille veut optimiser le chauffage de sa maison. Alors, on va choisir B, les panneaux solaires thermiques. Mais là, si je te demande pourquoi, je te demande de justifier la réponse. Tu ne vas pas juste me dire parce qu'ils sont meilleurs. On va regarder qu'est-ce qu'il y avait de si bon que ça avec les panneaux thermiques. Les panneaux thermiques, eux autres, ils sont efficaces. On les présentait sur l'autre page en bas de la page ici. On nous mentionnait qu'ils étaient efficaces à 75 %. Ils prennent 75 % de la lumière du soleil et la transforment en chaleur. C'est très efficace. Alors que la cellule photovoltaïque va capter seulement 15 à 20 %, si tu as acheté ceux qui valent très très cher, de la lumière, puis les transformer en électricité. Après ça, il faut que tu transformes ton électricité en chaleur, puis il y a encore de la perte d'efficacité. Donc, si on veut juste du chauffage, les panneaux solaires thermiques, c'est la meilleure solution. Le soleil réchauffe le panneau, l'eau froide rentre dans le panneau, se fait réchauffer, et maintenant, en sortant du panneau, elle est plus chaude que ce qu'elle était auparavant. Résultat, elle va s'emmagasiner dans le chauffe-eau, et ton chauffe-eau, il a seulement besoin de réchauffer un petit peu l'eau pour qu'elle soit très chaude, au lieu de commencer avec de l'eau qui était froide. Donc, pourquoi est-ce que c'est préférable dans ce cas-ci? On va mentionner son pourcentage d'efficacité plus élevé. Ils sont efficaces. Ils sont efficaces à 75 % contre 15 à 20 % pour l'autre système, n'est-ce pas? Et surtout, ils apportent directement la chaleur du soleil. Ils apportent directement la chaleur du soleil à nos systèmes. Là, je manque de place. À nos systèmes. Fait que ton eau est déjà préchauffée. Ça, c'est cool. Partie numéro 3. Votre oncle déménage en Gaspésie. D'accord. Une région qui est située en bordure de la mer. C'est vrai, c'était dans l'est du Québec et c'est exposé au vent. Il désire donc pas avoir trop froid l'hiver. Il veut rendre sa nouvelle demeure plus écologique en matière de chauffage. Cochez le système qui répond le mieux à ses besoins. Encore là, l'élément clé ici, c'est qu'il cherche du chauffage. Bien, s'il opte pour l'éolienne, il y aura du chauffage seulement quand il vente. Ça, c'est pas idéal. Hein? Les journées où c'est seulement froid, puis qu'il n'y a pas de vent, bien, son énergie ne fonctionnera pas. Alors que du soleil, il risque d'en avoir pas mal plus souvent. Maintenant, est-ce qu'il va choisir le solaire thermique ou les cellules photovoltaïques? Encore une fois, l'élément clé, c'est le chauffage. Alors, on devrait y aller avec le panneau solaire thermique. Il va pouvoir couvrir la partie de son toit qui fait face au soleil pendant la journée et optimiser comme ça la capture de rayonnement solaire sur la surface qui est présentée au soleil. Quels sont les avantages et désavantages de ce système? Je vous disais, ça c'est un objectif, être capable de reconnaître les avantages et désavantages. Les avantages de nos deux systèmes, que ce soit le solaire ou l'éolien, c'est que ce sont des énergies renouvelables qui n'émettent pas de GES pendant qu'ils sont utilisés. Donc on parle, oui, en effet, d'une énergie renouvelable. Aucune pollution de GES ou polluants atmosphériques, c'est vrai. Désavantage, oui, ça dépend des facteurs météo. S'il y a peu de rayonnement solaire, il va recevoir peu de chaleur. Structure imposante et bruyante, non. Ça, c'est le cas des éoliennes, qui sont de grandes tours, vraiment gigantesques, là, beaucoup plus hautes que sa maison. Et rendement relativement faible. Bien, effectivement, c'est un système qui ne va pas rendre ton eau bouillante dans ta maison. Ça va la faire passer de 4 degrés jusqu'à environ, température de l'eau chauffée peut-être à 30-40 degrés. Mais ce n'est pas très chaud encore, c'est à peu près la température du corps. Ça te fait de l'eau tiède gratis. T'sais. Après ça, il te reste juste à la chauffer où tu veux l'obtenir. Voilà pour ça. C'est très important donc que toi, tu mémorises avantages et inconvénients de chacun, que tu comprennes pourquoi, tu sois capable de l'expliquer aussi pourquoi c'est pour ça qu'on a fait ça en classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Répondez aux questions 4 et 5 à l'aide de ce tableau. C'est un tableau du potentiel éolien exploitable au Québec, selon les régions administratives. Donc, on a les numéros et les noms des régions administratives,
Et à côté, on a une puissance potentielle en kilowattheure. On parle d'une énergie potentielle en kilowattheure. La puissance, c'est en kilowatts, pas en kilowattheure. Le monsieur a trouvé une petite erreur dans le cahier. C'est pas grave. Donc, je pense que ce qu'il veut dire, c'est quelle région est la meilleure pour produire, le meilleur potentiel pour produire de l'énergie électrique. Bon, c'est un drôle de tableau. Déjà, il y a cette petite bêtise-là. Puis après ça, on voit qu'ils sont classés en ordre de région administrative au lieu d'être classés de la plus puissante, du meilleur potentiel au pire potentiel. Et le total pour le Québec est ici, alors que de l'autre côté, ce n'est pas un total, c'est l'énergie de la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On nous montre une petite carte du Québec pour nous situer, mais la question est ici. Quelles sont les 3 régions, parmi celles d'en haut, quelles sont les 3 régions qui présentent le meilleur potentiel quant à la production annuelle d'énergie des éoliennes? Bon, les 3 meilleures régions. Number 1, la meilleure. Ça veut dire quelle région a le plus grande énergie potentielle ou la capacité de produire l'électricité? Bien, sans contredit, c'est le nord du Québec avec ses 10 919 milliards de kilowattheures. What? Ouais, en un an. Donc, on va sortir le nord du Québec. Nord du Québec, c'est loin en passant. On va y revenir tantôt. Nord du Québec, là, c'est toute la région ici, le numéro 10. Une région qui est presque pas habitée en passant. Elle est habitée, mais la densité de la population est vraiment ici dans le sud. 2. Je veux dire qu'il y a moins de population quand je dis qu'elle n'est presque pas habitée. Numéro 2. Le deuxième plus important, on a 51. Ça, c'est le total. On a 1078. Ça serait la Côte-Nord. Bon, la Côte-Nord, ça commence à valoir la peine parce que bon, c'est 10 fois moins de potentiel. Mais au moins, la Côte-Nord, ben, c'est ici. Donc, on se ramasse avec une meilleur potentiel pour desservir des populations humaines. Tu sais, si je mets des hélices dans le nord du Québec, là, ça va me prendre des fils sur des centaines, des centaines et des centaines de kilomètres pour envoyer cette électricité-là, mettons, dans les grandes villes. Alors qu'en Côte-Nord, on est déjà beaucoup plus près. Donc, Côte-Nord, plus profitable. Et le troisième, en termes de potentiel, ben 51 qu'on avait ici, 46, mais on a 118 pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, tu parles, il y a un bon bassin de population là-bas. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà. C'est une carte qui date là, de 1927 ici, avec des données de 2005. Ça a peut-être changé depuis le temps. Ils vendent quand même les mêmes quantités de vent, qu'on a le même potentiel. Ça va être juste peut-être plus élevé parce qu'on a amélioré nos machines. Mais ça reste représentatif. Prochaine partie, 4B. Nommer 2 raisons qui peuvent expliquer le potentiel éolien de ces 3 régions. Et pourquoi ces 3 régions-là sont bonnes pour produire une grande quantité d'énergie grâce au vent? Mais le nord du Québec, je veux dire, ça doit être une région froide et très venteuse. Il y a beaucoup moins d'arbres. On n'est plus dans la toundra, dans la taïga. On arrive dans la toundra, donc de la végétation beaucoup plus basse. Il doit y avoir des plus grands vents. Même chose pour la Côte-Nord. Tu es sur le bord du fleuve, il doit y avoir de grands vents. Puis au niveau du Saguenay, on remonte vers le bouclier canadien dans les montagnes. Donc ça aussi, c'est plus venteux. Donc on pourrait présenter sans doute qu'il y a plus de vent. Une présence accrue de vent dans ces régions. C'est une bonne supposition. Oui, ce sont des suppositions, parce que si tu cherches dans ton cahier, mais qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Rien. C'est à toi d'observer la carte, fouiller un petit peu en géographie, puis de dire, des territoires très forestiers, c'est pas évident, parce que les arbres vont bloquer le vent, mais au-dessus de ça, dans les montagnes, ça, il va y avoir plus de vent. Présence accrue de vent, comme ça. Et puis, ben, c'est des grands territoires également, c'est quand même 10, 9, et puis Lac-Saint-Jean, moi je pointais ça c'est Manicouagan, Lac-Saint-Jean, c'est ici, cette région-là. Ben, c'est des grands territoires, probablement montagneux, donc ça veut dire qu'il y a moins d'obstacles pour le vent. Moins d'obstacles au vent. D'obstacles au vent. On pourrait mentionner aussi le fait qu'étant donné que ce sont des territoires ici, là et là, moins peuplés, ben, on n'aurait pas besoin de raser des villes pour installer des éoliennes. Hein? Ben,
Mon Dieu, raser des villes, il est-tu fou, ce gars-là? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Partie suivante. Nommez une autre région du Québec où il pourrait être judicieux de produire de l'électricité à l'aide d'éoliennes. Bien, nommez une autre. Ça veut dire, dans le fond, nommez-en une quatrième. C'était qui la quatrième qui avait le meilleur potentiel? Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, un peu supérieur à Bas-Saint-Laurent. Pourquoi on choisirait Gaspésie, Île-de-la-Madeleine? Parce qu'ils sont exposés au vent sur la côte ici. Ils ont quand même un bon potentiel. Alors, allons-y avec Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Très belle région, semble-t-il. Il faudrait que je visite un jour. Alors, pourquoi on les choisit? Bien, ils ont quand même un potentiel de 51 milliards de kilowattheures. « 51 fois 10 exposant 9. C'est pour ça que je dis milliards de kilowattheures. Puis en plus, c'est une région qui est peuplée. Donc, c'est avantageux d'installer ça là. Puis quelqu'un qui me mentionnerait aussi que c'est une région qui est très exposée au vent, qu'on est sûr d'avoir du vent souvent, une région venteuse. Parce qu'on est sur le bord de l'océan, donc c'est toujours plus venteux. Région venteuse. C'est toutes des questions de réflexion, là, cette page-là. Là. Numéro 5. Descendons un peu ça. Numéro 5. La majorité des parcs éoliens sont donc en Gaspésie, et dans le Bas-Saint-Laurent. Aucun parc n'a été développé dans la région 10, nord du Québec. Je t'en parlais tantôt, c'est un peu loin, même si c'est 90% du potentiel éolien du Québec. Par ailleurs, on y a construit plusieurs centrales hydroélectriques. Quelle raison justifie cette situation? Comment ça se fait que nord du Québec, ici, là, comment ça se fait qu'on a fait plusieurs centrales hydroélectriques, mais qu'on ne développe pas le éolien, même si l'éolien a beaucoup de potentiel? On peut cocher plusieurs de ces raisons-là. Est-ce que c'est parce qu'au Québec, l'hydroélectricité est un mode de production plus performant que l'éolienne? Plus performant? Oui. Rappelle-toi, on a mentionné que l'éolienne avait un faible pourcentage d'efficacité, c'est donc une énergie d'appoint, parce que l'hydroélectricité est plus fiable, plus stable, plus puissante. Est-ce que c'est aussi par B? L'électricité produite par les éoliennes ne peut pas être transportée sur de grandes distances. Oui, effectivement, les distances sont extrêmement grandes pour les parcs à éoliennes. L'hydroélectricité peut être faite sur des lignes à haute tension, alors que l'éolienne ne génère pas assez de courant pour une ligne à haute tension. On arrive dans les particularités de la physique et de l'électricité ici. Est-ce que c'est parce que, tout comme l'hydroélectricité, l'éolienne émet des gaz à effet de serre? Absolument pas. Absolument pas. Ce sont deux énergies qui n'émettent pas de GES. Est-ce que c'est parce que le parc éolien, donc des centaines de tours éoliennes, aurait nécessité des investissements trop importants? Des routes, des réseaux de transport? Forcément, oui. Si on va chercher notre électricité à plusieurs milliers de kilomètres, il va falloir construire des routes pour se rendre jusque-là, et les routes vont servir seulement à aller installer les éoliennes puis les entretenir. Donc, c'est pas un bel investissement pour le moment. Dernier numéro, 6. Une thermopompe, une pièce comme ça, que tu as sûrement vu devant des appartements, des condos, des maisons. Pas devant, sur le côté ou à l'arrière. C'est des appareils qui vont chasser la chaleur de l'air vers l'extérieur pour climatiser l'habitation en été. Et puis, inversement, transférer la chaleur de l'air de l'extérieur vers l'intérieur en hiver. OK, ça, c'est mal formulé. Pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais l'idée, c'est qu'un appareil comme ça, c'est un recycleur de chaleur. Ça recycle ton air. Si tu as créé de l'air frais dans ta maison, avant de renvoyer l'air frais dehors, on va le recycler puis le renvoyer dans la maison. Et si tu as dépensé de l'énergie pour créer de la chaleur pendant l'hiver, au lieu de laisser la chaleur fuir dehors, on va la recycler. Quand l'air frais va rentrer dans la maison, on va le réchauffer grâce à ça. Donc, c'est peut-être un peu mal formulé, ça, ici. Toutefois, durant les grands froids de l'hiver, elle doit être couplée à un autre système. C'est vrai que c'est rare qu'une thermopompe suffit à chauffer une maison pendant l'hiver. Donc, nommer un avantage et un désavantage de ce système. Le premier avantage, c'est que c'est très économique et écologique. Économique, pourquoi? Pensez-y un peu.
moins de dépenses d'argent parce que tu as moins à dépenser en chauffage. Économique, car ça recycle la chaleur produite. Au lieu de perdre ta chaleur dehors, ça la garde dans la maison. Et puis écologique, ben écologique parce que ça ne produit pas de GES en fonctionnant. C'est écologique, donc pas d'émission de GES. Et je ne dis pas d'émission de GES parce que pour la construire, il y en a probablement fallu, et puis pour la transporter et l'installer aussi. Désavantages, bien ça le disait, pendant les grands froids, c'est pas efficace, ça a besoin d'être couplé à un autre système, donc on va dire peu efficace par grand froid. On l'a déjà, on l'a d'en face celle-là, là. Peu efficace par grand froid. Donc, on a besoin d'une autre ressource. D'une autre ressource. Tu vois-tu à quel point cette séquence d'exercices-là nous demandait de creuser dans notre tête pour trouver des informations, alors que, ben, au niveau des 2 premières pages ici, on se retrouvait plutôt avec un chercher-trouve. Quels sont les avantages de chacune, quel est le type d'énergie utilisée, dans quel ordre. On trouvait ça dans notre cahier. Alors qu'ici, dans les 1, 2, 3 ou 4 dernières questions, ben, on devait réfléchir davantage et comprendre comment se traduisent les avantages et inconvénients de chacun de ces systèmes. Ça complète ici la séquence d'activités du chapitre 6. Il y aura une autre vidéo pour la consolidation du chapitre, une autre vidéo qui risque d'être un peu longue, étant donné la grande quantité de problèmes qu'il y a là-dedans. Mais c'est une synthèse de l'étape, ça devrait s'expliquer rapidement. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt.